second tour de la présidentielle au Mali, le scrutin oppose ce dimanche Ibrahim Boubacar Keïta et son challenger Soumaïla Cissé. Les pro-Katumbi multiplient les initiatives pour faire participer leurs candidats à la présidentielle. Ils ont saisi le Conseil d'État. Nouvelle attaque de Boko Haram sur une base militaire au nord-est du Nigeria. Bilan, au moins 17 soldats tués. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition de l'information. Le Mali, toujours confronté à la menace djihadiste malgré 5 ans d'intervention militaire internationale, retourne aux urnes ce dimanche, ceci pour le second tour de l'élection présidentielle. En lice, nous avons un chef d'État sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, en position de force face à un candidat de l'opposition, Soumaïla Cissé, isolé mais convaincu encore de pouvoir l'emporter. Reportage. Dans ce qui s'apparente à la revanche de 2013, Ibrahim Boubacar Keïta dit Ibeka, qui brille à 73 ans, un second mandat, sera donc une nouvelle fois défié par Soumaïla Cissé, un ancien ministre des Finances de 68 ans. Convaincu d'être sur orbite, le chef de l'État promet de consolider les acquis, amplifier les réussites et corriger les manques au cours des 5 prochaines années. Le revenu par habitant a reculé depuis 2014 selon la Banque mondiale et quelques 47% des 18 millions de Maliens vivent sous le seuil de pauvreté, même si le Mali est redevenu en 2007-2018 le premier producteur de coton africain et qu'il enregistre un taux de croissance supérieur à 5% depuis plusieurs années. Soumaïla Cissé semble pour sa part à la peine, mais il n'a pas renoncé. Alors qu'il avait réussi à rassembler la plupart des opposants pour dénoncer le hold-up électoral du premier tour, ce Front démocratique ne s'est pas mué en soutien à sa candidature. De manière significative, les candidats arrivés aux 3e et 4e places, Aliou Diallo et Tchek Modibo Diarra, ont refusé de donner des consignes de vote. Je suis convaincu de pouvoir renverser la tendance, a-t-il toutefois dit à RFI, affirmant ne pas s'inquiéter de son retard car ce sont des points de fraude, conclut-il. Au Zimbabwe, l'opposition a attendu la date butoir de vendredi pour déposer en milieu d'après-midi devant la Cour constitutionnelle à Harare son recours contestant la présidentielle du 30 juillet dernier. Un scrutin qui, vous le savez, avait été remporté par le président sortant Emmerson Mnangagwa. Nous nous reposerons quand ce pays sera libre, a affirmé Jameson Timba, ancien député, membre de la délégation qui a déposé le recours à la Cour où un étrange balai d'hommes en costume portant des caisses de dossiers a duré plusieurs minutes. Le scrutin, le premier depuis la chute du leader historique Robert Mugabe, a été remporté par Emmerson Mnangagwa avec 50,8% devant le leader du mouvement pour le changement démocratique MDC, Nelson Chamisa, 44,3%. La Cour constitutionnelle a 14 jours pour trancher. En attendant, l'investiture du président a été repoussée à une date ultérieure. Le pouvoir avait prévu une investiture dimanche et avait déjà invité des chefs d'État et diplomates qui avaient inscrit l'événement à leur agenda officiel. Le président Mnangagwa se montre confiant, répétant que l'élection a été juste et transparente. Son camp accuse les opposants d'être mauvais joueurs, mais Tabani Mpofu, avocat du MDC, s'est montré lui aussi optimiste à la sortie de la Cour. Il a indiqué que son équipe avait notamment découvert des formulaires où on voit que les résultats ont été effacés. La plupart des observateurs sont toutefois plutôt sceptiques quant aux chances de l'opposition d'obtenir satisfaction devant les tribunaux. Dans un communiqué comme jeudi, les missions diplomatiques de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Australie et du Canada s'étaient dites profondément inquiètes des informations incessantes reçues selon lesquelles des membres de l'opposition sont visés par les forces de sécurité.
Les partisans de Moïse Katumbi ont annoncé vendredi avoir saisi le Conseil d'État dans l'espoir que leur leader puisse participer à la présidentielle du 23 décembre prochain. Ceci après sa tentative infructueuse de rentrer en République démocratique du Congo pour présenter justement sa candidature à l'élection. L'opposant en exil s'est retrouvé bloqué à la frontière les 3 et 4 août dernier, ce qui l'a empêché de déposer sa candidature à temps. 2 requêtes ont été déposées au bureau du président du Conseil d'État jeudi avant la clôture du dépôt des candidatures à la CENI. Moïse Katumbi a été empêché par les autorités congolaises. Nous avons saisi le Conseil d'État afin d'obtenir la levée immédiate de cette mesure irrégulière, a déclaré aux médias Deli Sesanga, secrétaire général de la plateforme électorale Pro-Katumbi Ensemble. Les Pro-Katumbi souhaitent que le juge demande à la commission électorale de pouvoir ouvrir la réception de la candidature de Moïse Katumbi pour l'élection présidentielle, a-t-il précisé. Alors qu'il se trouve toujours en Zambie, d'après ses partisans, ceux-ci continuent d'accuser l'État congolais de voie de fait pour l'empêcher de revenir au Congo, ce que le gouvernement dément formellement. Lambert Mende, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, affirme au contraire que M. Katumbi a raconté des histoires. Le haute juridiction du pays, le Conseil d'État, a été mis en place récemment par le président Joseph Kabila. Pour Deli Sesanga, cette institution, et c'est une première, qui a été créée pour mettre fin à l'abus des autorités publiques, est en position de s'illustrer comme étant le rempart pour les libertés publiques et le garant de l'état de droit dans notre pays. L'élection présidentielle est prévue le 23 décembre pour désigner le successeur du président Kabila qui ne se représente pas. Ex-allié du président, Moïse Katumbi est passé à l'opposition en 2015 et a quitté la RDC en mai 2016. Il a été condamné à 3 ans de prison en son absence dans une affaire de spoliation immobilière qu'il conteste. Le 13 octobre prochain, la Côte d'Ivoire sera aux urnes pour les élections municipales. En attendant le lancement de la campagne électorale, les candidats vont déjà à la conquête de l'électoral. C'est le cas à Marcory où notre correspondant Chris Paten-Assemian a croisé le candidat Eric Dogo Nyamaka. Il est 14h et le gal est bigan. Dans cette cour commune du Katisikoji de la commune de Marcory, la galère se vit au quotidien. Ici, certains ont du mal à s'acquitter de leur facture d'électricité. On n'a pas de courant chez nous, on n'a pas d'électricité, c'est dur pour manger. Marcory, on souffre, on dort dans le noir. C'est avec les lampes là, on se debout ici. C'est dans cette atmosphère de détresse que très souvent, Eric Dogo Nyamaka est accueilli dans ses familles. C'est la maman du photographe du président Charles Blé Goudé, Jean Diboko, à qui je dis père à son nom. Je pense que nous trouver ici, c'est faire au moins un coucou à Charles. S'il était là, je pense que son courant n'allait pas se couper, ses fauteuils n'allaient pas manquer, son frigo et sa télévision, pour moi, c'est une mission. Jean-Claude Diboko, photographe de Charles Blé Goudé, a trouvé la mort au lendemain de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Face à la misère, sa famille n'a pas encore fini de faire son deuil. Candidat à la mairie de Marcory et président du Forum de la société civile africaine, Eric Dogo Nyamaka multiplie dans cette commune les opérations de charme auprès des habitants. 10 000 paires de lunettes sont distribuées gratuitement à l'occasion de la dernière journée citoyenne organisée dans le quartier d'Anomabo par son équipe de campagne. C'est la manière d'avoir plus de voix, c'est la manière d'accrocher la jeunesse. Mais pour lui, il faudrait remonter le temps pour comprendre le sens de ses actions. Marcory était la seule commune où les fusils, les pistolets n'ont pas éclaté. Et pour moi, je pense que je fus ce leader-là qui a porté cette paix avec les religieux qui ont prié pour la Côte d'Ivoire, qui ont prié pour Marcory. Je pense que nous sommes la commune la plus bénie. C'est certain que beaucoup semblent conquis par l'élan de générosité de ce jeune candidat qui recueille beaucoup d'intentions de vote pour une période de pré-campagne où les promesses s'échangent comme de petits pains. Au moins 17 soldats nigérians ont été tués dans une nouvelle attaque de Boko Haram sur une base militaire du nord-est du Nigeria. Il s'agit de la 3e attaque en l'espace d'1 mois. Des combattants lourdement armés sont arrivés mercredi soir à bord de camions dans le village de Garonda, dans l'état de Borno, où ils ont pillé la base militaire.
Nos troupes ont été attaquées par des terroristes de Boko Haram à Garounda la nuit dernière, a affirmé un officier nigérien sous couvert d'anonymat. Malheureusement, nous avons perdu 17 soldats, 14 autres ont été blessés et un nombre indéterminé est toujours porté manquant, a-t-il ajouté. Selon la même source, les djihadistes ont emporté des armes ainsi que des véhicules avant de s'enfuir. Boko Haram a mené 2 autres attaques d'envergure contre des bases militaires en moins d'1 mois, signe que le groupe djihadiste représente encore une menace continue dans la région, malgré les affirmations répétées du gouvernement selon lesquelles il est en passe d'être éliminé. Le 14 juillet, des dizaines de soldats avaient été tués et blessés dans le village de Dili, dans l'état voisin de Yobe, lors d'une attaque attribuée à la faction d'Abou Moussab al-Barnawi, affiliée au groupe État islamique. Le 26 juillet, des insurgés avaient envahi une base militaire aux abords du village de Djakana, à une trentaine de kilomètres de Maïdougouri, la capitale du Borno, dont ils avaient pris le contrôle durant plusieurs heures avant d'être repoussés par l'arrivée de renforts militaires. La base attaquée mercredi venait d'être installée pour des soldats de la base de Dili qui avaient fui l'assaut donné mi-juillet par des soldats fidèles à Barnawi. Retour en République démocratique du Congo, cette fois-ci pour parler santé. Le nombre de victimes de la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola est passé à 10 dans l'est du pays. Pendant ce temps, les autorités sanitaires congolaises ont entamé des vérifications sur les causes du décès de 27 autres personnes pour déterminer si elles ont été atteintes par le virus Ebola. Selon un nouveau bilan publié ce vendredi par le ministère de la Santé, la nouvelle épidémie de fièvre hémorragique Ebola a fait 10 morts dans l'est de la République démocratique du Congo. Les autorités sanitaires congolaises ont également annoncé que les causes du décès de 27 autres personnes font l'objet de vérifications pour déterminer si elles ont été atteintes par le virus Ebola. La 10e épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo a été déclarée le 1er août dernier dans les environs de la ville de Beni, située dans l'est du pays. Une vaccination ciblée a débuté mercredi dans cette zone touchée et pendant ce temps, des dispositions ont été prises à Goma pour aider les responsables sanitaires locaux à mettre en place un plan au cas où Ebola atteindrait cette ville à la frontière du Rwanda. Une unité d'isolation transitoire a été mise en place à l'hôpital de Goma. Selon le ministère de la Santé, les agents de l'hygiène ont commencé à être déployés aux différents points d'entrée de la ville et ses habitants sont sensibilisés aux méthodes de prévention contre Ebola. Du football pour refermer cette édition avec les Lions indomptables du Cameroun qui ont un nouveau staff technique. Il est composé de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, respectivement entraîneur sélectionneur national et entraîneur national adjoint. Les 2 techniciens de nationalité néerlandaise ont été présentés à la presse vendredi au Cameroun. Ils ont désormais la lourde charge de conduire très loin les Lions indomptables. Depuis la sortie du ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun le 4 août dernier, sur la nomination des nouveaux encadreurs techniques des Lions indomptables, les amoureux du ballon rond sont fixés depuis ce 10 août. Il s'agit en effet de Clarence Seedorf et de Patrick Kluivert, respectivement entraîneur sélectionneur national et entraîneur national adjoint. Les 2 techniciens néerlandais arrivés au Cameroun le jeudi 9 août 2018 se sont engagés pour un contrat de 4 ans. Le Cameroun, c'est le vainqueur de la CAN de 2017. Et on veut gagner encore cette coupe avec un groupe qui a beaucoup de potentiel. Et je pense que nous, on peut faire grandes choses avec eux. Nous sommes très contents d'être ici et très conscients de... Ça va être très dur, mais nous aimons travailler très dur. Pour ça, merci à tous et j'espère qu'on va voir sur le terrain. La dite cérémonie s'est déroulée au ministère des Sports et de l'Éducation physique en présence du ministre Bidoum Kwat et du président du comité de normalisation, Dieudonné Api. L'objectif assigné à l'encadrement technique est d'assurer le succès du Cameroun à toutes les échéances sportives majeures, notamment et prioritairement la victoire à la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019, avec une vue sur la qualification à la CAN 2021 et à la Coupe du Monde 2022.
Leur contrat est assorti de l'obligation de résidence au Cameroun et d'assistance éventuelle à l'encadrement des autres équipes nationales. À noter, la publication du staff technique complet des Lions Indomptables Seniors interviendra dans les prochains jours. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur SICA. À bientôt.